Peut-être pour revenir sur la compréhension, comment on a fait ces figures, revenir un tout petit peu dessus, et ensuite je dirais un mot sur ce que l'étude nous a appris sur les besoins exprimés en formation, parce que justement ils rejoignent la problématique de la capacité d'agir ou d'action. Donc sur ces figures, donc ces 4 figures que nous avons repérées, on les a fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, on les a fait parce qu'à un moment, nous avions un questionnement de l'accès qui était vraiment, qui nous posait des questions extrêmement précises, la question générale, c'était que peuvent faire ces professionnels? Est-ce qu'ils ont vraiment aujourd'hui la possibilité de monter du projet et d'être les bons relais pour les orientations nationales de la politique de la ville? Enfin, c'était ça la question. Et il y avait une foultitude de sous-questions qui étaient, je ne me souviens plus de tout, mais par exemple, là, nous voulons développer les programmes d'insertion économique, sont-ils les bons interlocuteurs? Il y en avait plein comme ça. Et à un moment, on leur a dit, mais écoutez, je ne peux pas vous répondre, ils sont capables ou ils ne sont pas capables, ils peuvent faire ou ils ne peuvent pas faire, parce que nous avons affaire à des professionnels différents, à des contextes extrêmement divers, qu'il est extrêmement difficile de dire qu'on fait le même métier, mais on n'est pas placé dans le même contexte quand on est dans une ville où quasiment tout est en territoire prioritaire depuis des années, où les enjeux socio-territoriaux sont prégnants, et une foultitude de villes, petites et moyennes, dans lesquelles en fait, il y a un petit quartier qui peut un peu poser problème pour la gestion municipale, et dans lesquelles la politique de la ville va donner quelques moyens supplémentaires pour essayer de gérer ce quartier, d'apporter un peu d'accompagnement, des choses comme ça. Donc, on a quand même des contextes d'intervention très différents. On a aussi des gens qui travaillent au niveau des communes, d'autres qui travaillent au niveau des agglomérations. Ils ne vont pas être positionnés de la même façon, d'autant plus que la plupart du temps, il y a des gens qui sont chefs de projet au niveau de l'agglo et des gens qui sont chefs de projet au niveau de chacune des communes. Enfin, en tout cas, dans un compte de quartier. Donc, il y a des dédoublements comme ça. C'est pour cela que nous avons réfléchi, et quand nous avons construit l'axe, en quelque sorte, on s'est livré à une espèce d'exercice où on a joué, on a essayé de regarder tous les déterminants qu'on pouvait trouver, par exemple le PCI commune, taille de la commune, grande agglo, petite agglo, intensité des difficultés, etc. Et de faire jouer, de voir si on arrivait à faire rentrer ce qu'on avait défini comme les types de missions que faisaient certains professionnels et pas d'autres, voilà, là-dedans, et si on pouvait avoir, et c'est pour ça, et à un moment, 2 déterminants nous ont permis d'arriver à expliquer tout, enfin, en tout cas de donner un sens. C'était la plus ou moins grande proximité donc avec le niveau politique et avec le terrain. Et là-dedans, nous arrivions à faire entrer pas mal de choses, c'est-à-dire à comprendre pourquoi certains travaillent beaucoup avec les associations et d'autres en fait regardent des programmes mais pas vraiment les gens, sur les territoires par exemple. Pourquoi certains font du reporting d'État, d'autres ne voient quasiment jamais à l'État ou les élus, d'autres les voient très peu. Il y avait plein de choses comme ça. Certains font du management, d'autres non, ils sont dans l'équipe en fait. Donc on a pu ainsi essayer, l'idée c'était d'essayer de donner un sens à ce qui, à première vue, donnait l'impression d'un éclatement, d'un foisonnement difficilement explicable. Et surtout, on ne souhaitait pas, parce qu'on n'avait pas vraiment les données pour ça, se laisser enfermer dans ça dépend des compétences et des capacités personnelles et individuelles des gens. Évidemment, ça dépend, ça joue. Et nous allons y venir. Ce n'est pas neutre du tout. Mais en revanche, il nous a semblé que quelles que soient les formations initiales des personnes que nous rencontrions, et leur volonté de faire la façon dont ils voyaient leur métier et dont ils disaient qu'ils arrivaient à l'exercer avec une adéquation plus ou moins forte entre ce qu'ils souhaitaient faire et ce qu'ils parvenaient à faire, il nous a semblé que là, on avait quelque chose qui dépassait simplement les compétences en fait. D'une personne ou sa personnalité, sa capacité à entraîner derrière lui ou pas, le droit commun comme on dit, les autres services, l'élu, bref. Il y a évidemment de ça, c'est important,
mais il y avait quelque chose quand même qui pesait et qui était cet effet de contexte, donc dans les organisations. Et c'est pour ça que nous avons construit ces figures, pour montrer que on ne peut pas penser à la figure des professionnels du développement social sans prendre en compte la façon dont ils sont positionnés dans l'organigramme et la façon dont ils arrivent, la façon dont ce qu'ils font correspond à une stratégie politique affirmée, forte, dite ou non, et formalisée, en tout cas claire dans l'esprit des décideurs. Voilà, et ça c'est très important. Donc je voulais juste revenir là-dessus pour ça, et pour dire que quand on a défini la figure des chefs d'orchestre, c'est pas le chef d'orchestre, ce n'est pas quand même la figure historique, parce que le chef d'orchestre ne sont pas des gens seuls, c'est pas le chef de projet tout seul. Avant, en lien direct avec le maire. Aujourd'hui, ceux qu'on va appeler les chefs d'orchestre, ce sont des gens qui sont directeurs de service ou DGA, qui ont des équipes, qui très souvent ont plusieurs politiques publiques dans leur domaine de compétences, c'est-à-dire politique de la vie et puis cohésion sociale, enfin autre chose, et qui Ah, c'est bon? D'accord. C'est moi qui ne m'entends plus de la même façon là. Donc, et si on les a appelés chefs d'orchestre, c'est parce qu'ils arrivent à avoir cette proximité, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, à la fois donc un rôle stratégique et en même temps, généralement ce sont des gens expérimentés, donc par leur expérience, par leur connaissance du territoire, par leurs équipes, ils arrivent à avoir un véritable lien avec vraiment le territoire. Or, ce sont les deux sources de légitimité, en fait. Les deux sources de légitimité, elles viennent du haut et du bas. Et quand il en manque une, il nous a semblé en tout cas que les professionnels manquaient de place, en fait, d'espace pour pouvoir développer un certain nombre de choses. Moi, je me sens pas bien avec ce micro, mais bon. Je prends l'exemple des animateurs de territoire, qui sont des gens qui travaillent dans l'hyper-proximité, qui travaillent à l'échelle d'un quartier et qui font des choses très intéressantes et qui ont une très forte légitimité sur ces quartiers. Ils tirent leur légitimité du fait qu'ils connaissent les habitants, ils connaissent les associations, ils connaissent le territoire, ses enjeux, et on les interroge, et voilà. En revanche, quand on les interroge en tant que professionnels du développement social, comment ils pèsent sur les projets sociaux du territoire, sur la réflexion sur la commune, là, ils se sentent généralement plus faibles, beaucoup moins positionnés, beaucoup moins légitimes. Parce qu'en fait, on leur pose pas souvent cette question, ils ne participent pas nécessairement beaucoup à la réflexion. Parce qu'ils sont au jour le jour, ils accompagnent les habitants, ils règlent les problèmes, les associations, ils sont dans autre chose, et ce qui fait qu'ils ont une très forte légitimité, mais en revanche, ils ne se sentent pas, donc ils peuvent développer des choses sur leur territoire, mais ils n'ont pas l'impression de participer très fortement à une stratégie pour leur ville ou pour leur collectivité. Donc vous voyez, c'est pour ça que je dis ce qui est très fort dans le contexte, c'est d'arriver à avoir les deux sources de légitimité. Alors, en termes d'évolution, est-ce que vous pouvez nous renseigner un petit peu sur l'évolution actuelle de compétences qui seront de plus en plus nécessaires, l'adaptation au poste, Alors là, je peux vous dire ce que nous avons posé. Alors, on avait des questions sur les besoins en formation et sur les formations effectivement réalisées par les professionnels qui ont répondu à l'enquête. Nous n'avons pas traité en tant que tel, on a des résultats bruts, mais que je vais vous livrer. D'abord, ce qu'on avait à dire, on vous l'a dit, on a des gens quand même de plus en plus compétents, avec des formations de plus en plus pointues, c'est-à-dire en développement social. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point très important, c'est que nos répondants, nos 543 répondants, ils étaient plus de 80% d'entre eux avaient au moins suivi avaient suivi au moins une formation ou une espèce de qualification, etc., l'année précédant l'enquête. Donc ce sont des gens qui sont très qualifiés, mais qui passent leur vie à toujours chercher à se qualifier
qui éprouvent ce besoin. Généralement, en étant 2010, ça avait vu l'évaluation des cursus, en fait, ils avaient tous fait des formations à l'évaluation. À ce moment-là, il y avait d'autres champs, et c'était ce qu'ils nous montraient. Et ce qui était intéressant, c'était vraiment ce mouvement qui est de toujours être en besoin, de toujours se qualifier et en savoir plus. Sur les questions qui étaient posées sur dans quel domaine vous pensez devoir être outillé le plus particulièrement, là, il y a eu les réponses ont été assez nettes. Il y avait 4 champs qui étaient cités de façon majoritaire. D'abord, c'était tout ce qui était la connaissance des politiques de droit commun. Et ce qui est normal, puisqu'on interroge des généralistes à qui on demande en permanence de faire le lien avec le droit commun. Ah, c'est ça, non? Ah, je le mets trop. Non, mais voilà. Ce matin, il était fait pour faire une épreuve, mais là, il y a un protocole. Il est en là. Alors là, c'est le problème des adaptations. Ça y est, j'ai trouvé. Je vous remercie beaucoup d'avoir trouvé la solution à mon problème. Donc, c'est beaucoup mieux. Donc, voilà. Donc, la connaissance des politiques publiques, la conduite du changement, l'évaluation et le management. Et avec des réponses un peu différentes, par exemple selon les âges. Les jeunes professionnels répondaient toujours en fait qu'ils aient, eux, par contre, ils nous disaient qu'ils avaient des besoins dans la conduite de projet. Et quand on a interrogé dans l'entretien qualitatif, on voyait que eux, ils sont très très outillés pour faire de la gestion administrative, financière, enfin sur l'ingénierie. Généralement, enfin, ils ont toujours besoin de choses, mais dans l'ensemble. En revanche, ce qui les interroge, c'est leur capacité à mobiliser et faire vivre des partenariats, à animer, à accompagner des opérateurs sur l'adaptation des actions. Donc, on n'est pas uniquement sur une technique de gestion de dispositifs, mais vraiment sur une technique d'animation des gens et des projets sur un territoire. Et c'est ça sur lequel ils se disaient principalement en manque en fait. Parce que c'était des jeunes professionnels, ils avaient une deuxième demande, qui était d'aller à la source de l'expérience accumulée et d'avoir, disons, qu'ils avaient besoin d'avoir une approche concrète de leur métier, c'est-à-dire vraiment comment avoir des lieux d'échange de pratiques dans lesquels on peut se donner des idées sur comment font les autres, comment ils aillent. Et il y a aussi dans la conduite du changement, des choses comme ça, ce qui apparaissait en sous-thème, c'était aussi comment parle-t-on avec les élus, comment fait-on du reporting aux élus, comment fait-on comprendre en fait ce qu'on fait. Et ça a traversé pas tellement l'enquête par questionnaire, on n'a pas posé la question comme telle, mais en revanche tous les entretiens qualitatifs, et on a 36 professionnels qui ont été interrogés, ils nous ont dit qu'ils sentaient encore une faiblesse un peu originelle finalement de la politique de la ville qui existait et qui pouvait poser souci, qui était ces difficultés à rendre compte de ce qu'on fait, à donner sens, de ce qu'on fait, de l'impact de ce qu'on fait. En tout cas, c'était ressenti comme tel et c'est revenu à plusieurs reprises comme quelque chose, disant il faudrait être outillé dans ces outils pour arriver à avoir un discours clair sur ce qu'on fait, sur ce qu'on produit, qui n'est pas toujours perçu, même par les gens qui sont les plus proches de nous. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? C'est-à-dire, moi j'ai le sentiment, et ça fait écho à ce que vous disiez, qu'il y a peut-être un besoin d'accompagnement sur le travail sur le positionnement interne par rapport aux services classiques, pas uniquement par rapport aux élus dans le sens rendre compte, rendre visible, mais aussi comment arriver à se positionner de façon efficace par rapport aux directions générales, par rapport aux directions type services techniques avec lesquelles souvent, dans la politique de la ville, les gens ont du mal à trouver un langage commun, en tout cas à travailler. Et je ne parle pas des services financiers, etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous on lutte et qui ne peut pas se résoudre simplement par des temps d'échange, peut-être un accompagnement, une formation, mais voilà, aujourd'hui on a cette difficulté qui est récurrente dans différents sites et qui est vraiment sur lesquels on a besoin d'une analyse du contexte pour vraiment aider les personnes. Mais voilà, je suis un petit peu l'évoquer. Est-ce que vous avez eu ce retour-là, au-delà du simple fait de rendre visible? Est-ce que c'est quelque chose qui a été exprimé aussi Vous m'entendez? Est-ce que on peut répondre des questions? D'autres questions? Voilà. Et puis il y a une personne. Alors, tu m'indiques la suite. Allez, Ah, la dame là.
aussi. Pardon. Gilles Kralik, je suis directeur du DSU, enfin directeur du DSU, ça aussi, c'est vrai que c'est génial, parce que ça dépend comment ça se présente. Ça dépend de quand le mail représente, ça dépend de ce qui est écrit sur ma fiche de paie, ça dépend sur quoi on m'a recruté, et ça dépend de comment m'interpellent les acteurs. Pour les acteurs, je suis chef de projet. Pour le directeur général des services, je suis le directeur du service de développement social urbain. Et moi, quand j'essaie d'expliquer ce que je fais, pareil, je suis un petit peu noyé. Donc moi, en fait, c'est vrai que la question, elle est intéressante, et depuis que je vous écoute ce matin, je me rends compte qu'il y a des tensions de partout. C'est-à-dire que j'essaye de faire un schéma alors entre la collectivité et l'État, parce que c'est vrai que malgré tout, depuis ce matin, on évoque le positionnement du chef de projet, qui aussi un petit peu, et même au travers du cofinancement, quand moi mon poste il est cofinancé par l'enveloppe CUX, un petit peu entre la collectivité locale et l'État, donc une première tension, une tension entre être un acteur très proche du terrain ou proche des décideurs, une tension entre plutôt généraliste ou plutôt thématique, et je pense que ça traduit bien aussi justement toutes ces demandes de formation, ces questionnements qui sont perpétuels, ces interrogations que l'on a, parce que c'est vrai qu'à chaque fois on a besoin à un moment donné de clarifier un petit peu d'où est-ce que l'on parle, qu'est-ce que l'on fait exactement, comment est-ce qu'on doit se positionner. Et vu que ce sont des évolutions qui ont toujours lieu, c'est pas forcément évident de pouvoir être clair. Et justement, moi, c'est une question que j'ai, c'est que j'identifie, à mon sens, que enfin, ce que j'identifie, c'est l'évolution, mais ce que je n'identifie pas, c'est qu'est-ce qui est de l'ordre de la poule et de l'œuf. Notamment, effectivement, on parle de thématisation, etc. Et on demande, en gros, de parler de projet de territoire. Mais dans la réalité, je veux dire, à partir du moment où on thématise et que l'accès finance un programme de réussite éducative, que l'on finance des fonds interministériels de prévention de la délinquance, etc., on est obligé de thématiser au travers de notre organisation, on va dire, locale. Du coup, on thématise, du coup, on complexifie, donc on demande aux gens d'être, en gros, de plus en plus calés, puisque pour aller chercher les sous et être au plus, entre guillemets, au plus clair avec la demande de subvention, on nous demande beaucoup de technicité. Du coup, je perds un petit peu ma proximité avec le terrain. Et, mais ces mêmes interlocuteurs qui financent nous demandent d'être très proches du terrain pour avoir un bon. Et c'est vrai que c'est pas simple. Et je me dis, alors du coup, qu'est-ce que nous, en tant que chef de projet, puisqu'on a malgré tout, quand on est dans nos rencontres partenariales locales, cette capacité aussi à donner du sens, en tout cas à essayer de pousser à, quel est le discours qu'on doit tenir, transversalité ou pas? Parce que ce matin, ce qu'a dit M. Wanou, c'était quand même dingue, c'était de dire, le jour où on va faire des économies, c'est les gens qui sont dans le transversal qui vont zapper. Mais pour moi, la transversalité, en gros, c'est le projet de territoire. Thématisation ou pas? Donc plein de choses. Transversalité, tous les œufs. Tous les œufs, thématisation. Comme on est contraint par le temps, essayez d'avoir des interventions assez synthétiques. Oui. Oui. Bonjour. Après vous, et après on se prend un petit peu. Bonjour, Aminata Diawara, donc je suis effectivement sur ma fiche de poste chargée de mission politique de la ville, donc à l'agglomération du Val d'Orge, chef de projet politique de la ville sur la commune de Saint-Michel-sur-Orge et référent communautaire sur la thématique santé. Voilà. J'avais une question par rapport à la typologie que vous nous avez présentée, à savoir sur les critères, les sources de légitimité. Est-ce que dans le questionnaire apparaît une part psychologique, c'est-à-dire d'où vient le chef de projet personnellement, quel intérêt personnel il a peut-être à travailler dans les quartiers, voilà, c'était une question qui m'interpelle puisque pour ma part, j'ai l'impression vraiment d'avoir allié l'utile à l'agréable dans mon travail, puisque j'ai été issue de quartiers politiques de la ville, enfin sans savoir effectivement que je faisais partie d'un public cible à l'époque. Et donc du coup, c'est vrai que la manière de me présenter ou cette dichotomie que vous parlez entre le terrain et l'élu, j'ai l'impression d'être un peu schizophrène. C'était ce dont on parlait hier, d'avoir la possibilité justement de me placer tant en tant que public de terrain et donc de savoir plus ou moins de quoi parle le terrain, mais en même temps, de par ma formation aussi professionnelle et universitaire,
universitaires, d'avoir justement ce discours aussi avec les élus, de leur dire non, non, il y a, voilà quelle articulation il faut faire. Donc c'était ma première question. Et la deuxième question... À la 8e, on arrête. Hein. Non, j'en ai que deux. Et du coup, aussi par rapport, vous présentiez 4 profils types en fonction, donc, si on était et dans la collectivité, à savoir une commune en fonction de la taille, donc une commune et une EPCI. Et lorsqu'on est sur les deux, moi je suis à 50% sur la commune et à 50% sur l'EPCI, et du coup c'est pas la même chose, c'est-à-dire que du coup sur la commune, j'ai en charge le suivi des dispositifs, la gouvernance, comment mettre en transversalité tel ou tel projet, et du coup à l'aglo, c'est pour ça que je suis chargée de mission, j'ai justement l'accompagnement, la mise en place de projets au niveau communautaire. Pardon. Bon, Hervé, je sais que tu peux faire comme tes prédécesseurs, mais tu peux être des fois concis. Hervé Fuchman, chef de projet politique de la ville à Romainville, en Seine-Saint-Denis. On parle beaucoup du territoire et je trouve qu'il y a nécessité aussi de préciser de quoi on parle. Parce que justement, par exemple, nos collectivités dans lesquelles nous travaillons sont aujourd'hui, pour l'essentiel, membres d'établissements publics de coopération intercommunale. Et aujourd'hui, territoire, projet de territoire, à quelles échelles justement, ces projets de territoire dans lesquels ou pour lesquels nos collectivités peuvent puiser des ressources supplémentaires se décident-ils, et nous, le niveau où nous sommes, justement, est-ce qu'il n'y a pas comment travaille-t-on ce hiatus, ou parfois sur notre positionnement même dans l'organigramme municipal, la connaissance que nous pouvons avoir de ces projets stratégiques, et comment effectivement ceux qui sont les décideurs pensent-ils que nous pouvons être une ressource pour penser effectivement un territoire. Là, je pense qu'il y a quelque chose à travailler aussi. On parle beaucoup d'évolution des métiers, mais je pense sur la notion de territoire, il faut qu'on là aussi, on voit peut-être une typologie et qu'est-ce que ça implique, quels sont les incidents justement sur notre travail, sur la perception que nous avons de notre travail et de nos rapports avec les différents niveaux d'organisation. Pourquoi on prenne 5-20 minutes pour répondre à ces questions, à la direction de l'ANSOPEP et puis de l'EPCI. Alors, je ne sais pas qui peut commencer par rapport aux questions. Pourquoi ton exposé? Alors, la première question, c'était sur le positionnement interne face aux autres services. Le fait de travailler en transversalité dans des organisations qui sont sectorisées. Qui est la question secondaire de la politique de la ville, la question fondamentale. C'est pour ça que, d'abord parce qu'elle est un peu serpent de mer et parce qu'on a répondu à l'accès par ces figures, en leur disant on est d'autant plus outillé pour faire de la transversalité qu'on a de légitimité et d'espace de légitimité. C'est pour ça que les chefs d'orchestre, quand ils sont chefs d'orchestre, en plus, généralement, par exemple, la plupart des chefs d'orchestre, ils ont tous les dispositifs politiques de la ville, à part le PRE, bien sûr, en main. Quand vous êtes ingénieur, avec un peu de chance, vous avez le plus, vous avez VDV derrière. Et le reste, c'est fait ailleurs. L'ordinateur PRE, s'il est gentil, s'il est un peu sensible à la transversalité, vous avez 3 réunions, mais c'est tout. Donc, on a des effets d'organisation, effectivement, pour répondre à dans les communes, où on voit bien que si on a un objectif politique qui est de penser une fonction de territoire, des territoires ensuite dans la commune, et d'outiller les professionnels, l'ingénierie, l'équipe projet, de tous les outils possibles, enfin, en tout cas, voilà, on va leur donner cette fonction de chef d'orchestre et cette légitimité qui leur permettra quand même plus facilement, même si rien n'est gagné, de solliciter, d'intervenir sur les autres services, et ça fonctionne aussi d'ailleurs vers l'extérieur, vers le droit commun, mais à l'interne. Si on n'a pas cette légitimité-là, on rame. On rame vraiment les gens, on voit des gens, on a rencontré des gens qui faisaient des diagnostics très intéressants, plein de choses, mais jamais à ce que ce soit étudié, partagé. Voilà, donc vous avez l'impression, et on nous dit, on l'a mis dans l'étude, il nous dit, je suis un nouveau passionnant, mais ça sert à rien. Parce que l'élu, quand est-ce que c'est tous ces diagnostics de territoire qu'on a fait, qui les a lus, avec qui on les a partagés, alors à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on en fait?
Donc l'outillage nous sert, la compétence elle est là, mais pour qu'elle soit vraiment utile dans le métier, dans le développement, il faut aussi qu'il y ait ces espaces, que la fonction, que la compréhension du métier, je veux dire, soit partagée au niveau de la collectivité. Parce que si on ne comprend pas ce que ça peut apporter, on va réduire les gens en fait à gestionnaires de dispositifs. Et on va dire le CUPS c'est 80 000 €, le PRU c'est 140 millions, bon ben voilà, et c'est tout. Et avec ça, on s'arrête un peu de penser. Mais ça on l'entend, hein. Je caricature pas, donc, mais avec ça, ça n'aide pas les professionnels et ça n'aide pas la politique. Donc il est évident qu'il faut être particulièrement outillé, je pense, je veux dire, dans ses compétences professionnelles pour arriver à faire comprendre ce qu'on fait et ce qu'on peut proposer. Et c'est pour ça que quand je vous dis que les jeunes professionnels, de façon marquante, nous disent on a besoin de savoir comment parler aux élus, comment animer un partenariat, comment des choses comme ça, c'est parce qu'ils savent bien que pour gagner en capacité d'action, ils ont besoin de savoir faire ça. Si on ne leur a pas donné d'emblée, de toute façon, ils ont besoin de le faire. Et s'ils ne sont pas dans une organisation qui leur facilite la vie, il va falloir que par leurs compétences propres, ils arrivent à gagner ce qu'ils peuvent comme espace d'action. Donc c'est là où on rejoint les deux. Donc dans la question sur les évolutions permanentes, la sectorisation, je vous dis, la sectorisation, effectivement, la segmentation comme ça thématique, elle pose souci aujourd'hui, cet éclatement. Et effectivement, nous, dans nos figures, on avait une réponse qui était les gens qui souffrent le moins de la segmentation, ce sont les gens qui dirigent les équipes projets, dans lesquels, en fait, ils ont un grand panel de thématiques qui sont représentées, et du coup, il y a un dispositif. Donc chacun fait son boulot, c'est une équipe, et eux, les chefs d'orchestre vont piloter l'ensemble, essayant de retrouver dans l'organisation, ça c'est évidemment au niveau des communes, on ne trouve pas ça au niveau des EPCI, enfin pas beaucoup en tout cas, on n'en a peut-être pas vu assez, d'arriver quand même par l'organisation à essayer de donner sens à cette segmentation. Mais c'est un souci permanent, c'est un souci permanent, en effet, et qui est alimenté, comme vous l'avez dit, par fonctionnement d'agence, du programme, et tout. Ça, on le sait. La question sur les motivations pour être chef de projet, on ne l'a pas posée. Et pourquoi On n'a pas posé. Donc, je n'y répondrai pas. Désolé. Et la question du métier au niveau des EPCI et des communes, elle est intéressante. On a vu une vingtaine de sites, donc on n'a pas tout vu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas beaucoup vu de chefs d'orchestre au niveau des EPCI. Parce que tout simplement, c'est une autre façon souvent de faire de la politique de la ville, à part, je ne sais plus où c'était d'ailleurs, un endroit où où la politique de la ville était portée par la politique de la ville, mais aussi le PRU était porté par l'agglomération, et là, il y avait un directeur général adjoint qui portait tout, dont les dispositifs d'insertion par l'économique, la rénovation urbaine, la politique de la ville, la GUP, etc. Ensuite, il y avait des déclinaisons dans toutes les villes, bien sûr, mais ce portage, on retrouvait là un espèce de super chef d'orchestre au niveau de l'agglo que nous n'avons pas retrouvé ailleurs, et qui n'empêchait pas d'avoir au niveau des communes des gens qui menaient, qui étaient aussi chefs d'orchestre, parce que du coup les villes avaient aussi eu tendance à tout regrouper aux mains d'une personne qui est directeur de service pour travailler au niveau communal. Et ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas retrouvé, parce que quand on vous dit on trouve des ingénieurs, évidemment les gestionnaires, ils sont plus dans les agglomérations. Ils sont plus dans les agglomérations parce que dans les agglomérations, les chefs de projet qu'on a rencontrés en tout cas sont beaucoup plus positionnés sur les suivis, l'évaluation. Ils peuvent faire du développement de projet sur quelques points particuliers, mais ils sont plus positionnés là-dessus, en complément en quelque sorte. Ils peuvent avoir une fonction très intéressante, un peu inspirée par le Grand Lyon, qui est de l'animation de l'ensemble des chefs de projet, d'une grande agglo par exemple. Mais ils ne l'ont pas tous. Et nous,
nous, on a rencontré des gens dans des agglomérations qui étaient très malheureux à ne faire que de l'observation et ces super diagnostics ne se voyaient pas très bien s'ils allaient être utilisés, s'ils allaient en être faits. Et par contre, on a rencontré l'inverse, des gens qui faisaient le même boulot, mais qui étaient très heureux parce qu'ils savaient à quoi ça servait. Donc on a ces effets, nous on l'a traduit en disant, quand on a des effets de concurrence sur la politique de la ville entre l'agglo et les communes, en fait, on a des chances d'avoir des répartitions de compétences qui sont assez frustrantes pour les professionnels parce que justement, du coup, chacun va prendre un petit bout et on aura du mal à comprendre ce qui se fait de façon cohérente au niveau de l'agglomération et à avoir des gens un petit peu forts ou avec un petit peu de pouvoir à certains endroits et d'autres professionnels qui n'en auront pas beaucoup, ça va être l'orglo qui va être dégarni ou la commune, etc. Donc, c'est pour ça que je citais cet exemple tout à l'heure, en disant une agglomération qui a choisi dans son organisation de porter l'ensemble de la politique de la ville dans une grande direction générale, elle donne une sensation de cohérence qu'on n'a pas retrouvée très souvent, qui existe dans les très grandes agglomérations et qu'on ne retrouve pas dans les plus moyennes, et qui, là, est encore avec... Oui, mais en fait, ouais, juste pour dire que pour nous, c'était un point un peu aveugle, encore à réfléchir, comment on peut harmoniser ces différentes compétences de l'agglo, parce qu'on ne peut pas faire la même chose. Bon, alors le temps passe. Pierre Jean, tu avais une action ou tu réagis peut-être après Oui. Je voudrais juste moi dire sur l'étude elle-même et ce qu'elle apporte et les questions qu'elle suscite qui sont des questions à la fois très concrètes et très fortes parce qu'elles interrogent effectivement les évolutions à l'œuvre. Moi je veux dire que ce qui était, je trouve très exceptionnel dans l'étude telle qu'elle a été faite, c'est qu'elle, et je le dis parce qu'à la plateforme des métiers, nous a beaucoup servi dans le cadre de la plateforme des métiers pour avancer à des moments où on était un peu bloqué. D'abord, elle donne acte des transformations de la politique de la ville. Elle rend bien compte des mouvements à l'œuvre. Et ça, c'est la force des figures. Je trouve que les figures nous ont aidés effectivement à penser les transformations à l'œuvre. Et puis surtout, elle met en évidence quelque chose elle analyse plutôt, ça va un peu plus loin, la succession des générations. Et c'est l'articulation entre ça, c'est aujourd'hui les tensions qui sont dans la politique de la ville, la succession des générations. Je trouve que c'est quelque chose de très important pour l'IRDSU, pour la plateforme des métiers, parce qu'effectivement, on n'est jamais ni dans quelque chose qui est de l'ordre simplement qui relève de l'institution, mais toujours aussi de la culture, et la culture, elle passe aussi par la succession des générations. Donc je trouve que l'étude, je la trouve très intéressante. Par contre, mais si dès le départ, c'est pas la responsabilité d'Anne Sauvert et de son équipe, c'est la commande qui a été faite, et une commande qui portait sur les chefs de projet. Et donc elle a permis de faire le deuil effectivement des figures héroïques des chefs de projet qui font tout à la fois, qui sont militants, qui viennent du travail social et des sciences de l'éducation, pour montrer qu'on est dans un autre univers aujourd'hui. Mais par contre, effectivement, on ne dit rien de l'ingénierie de la politique de la ville, très peu de choses, dans ce que le processus d'institutionnalisation s'est notamment traduit par de la division du travail. Et aujourd'hui, c'est ce qui est traité dans l'autre atelier, par des équipes, par la division du travail. Alors, je le dis parce que derrière la question de la division du travail, derrière la question qui était posée ici, moi je trouve que ça interroge quand même beaucoup. On ne peut pas laisser de côté, dans les questions qui ont été posées de se poser la question de savoir toutes les évolutions à l'œuvre, est-ce qu'elles ne vont pas nous amener, est-ce qu'elles n'amènent pas à faire le deuil, alors je vais le dire comme ça de manière provocante, de la politique de la ville en tant que politique spécifique et vraiment de basculer radicalement sur le développement social et le développement social urbain. Je pense qu'effectivement, se raccrocher à la politique de la ville, puisque la politique de la ville n'était que la construction avec l'État, au moment où l'État s'est retiré, je veux dire, il n'est plus ça. Et quand je dis comme ça, c'est que ça nous amène assez loin dans la réflexion prospective, parce qu'à partir de ce moment-là, est-ce que la spécificité des professionnels du développement social urbain est à interroger? C'est-à-dire que l'identité professionnelle ne peut plus être à partir de la politique de la ville, mais elle ne peut plus être dans quelque chose qui serait le développement social urbain, qui serait le propre des professionnels qui ont été construits dans cette période-là. Et là, on va retrouver ça avec d'autres professionnels. Et la question du travail social, on peut enfin la rencontrer. Alors,
pardon de te couper au moment où tu poses ces questions fondamentales. Peut-être que mon voisin, qui s'est lancé dans un travail de recherche, va pouvoir nous éclairer peut-être. Indirectement. Enfin, moi, j'ai simplement présenté l'état de réflexion voilà, qui se nourrit effectivement d'une pratique professionnelle, de liens forts à la plateforme de participation à l'ensemble de la plateforme et de travaux de recherche. Juste, alors, comme on n'a pas beaucoup de temps et que j'ai préparé trop par rapport au temps contraint, juste vous dire un peu le fil de la réflexion mon raisonnement, le fil de mon raisonnement, et après je passerai peut-être un peu vite sur les diapos. La première chose, c'est moi qui m'est apparu dans la recherche, étant donné qu'on était dans des situations de tension, forcément on va interroger le sens. Et mon travail, c'était sur le sens. C'est la question du développement. Comment le développement, la notion de développement s'est forgée, s'est construite, s'est inscrite dans les politiques publiques, etc. Deuxième questionnement, la fonction spécifique des chefs de projet, donc, qui ont été qualifiés de métiers flous, où on voit où il y a des choses assez complexes, d'interface entre partenaires, de dynamique collaborative, de capacité à observer les territoires, etc. Donc des fonctions spécifiques et relativement complexes, avec d'autant des situations d'exercice, on l'a vu aussi, très disparates et très complexes aussi, suivant les positionnements, suivant que ce soit au niveau des communes, des collectivités, etc. Et tout ça, au bout, ce que je travaille actuellement avec la plateforme, c'est que, et ça rejoint ce que vient de dire Pierre-Jean, c'est que je pense qu'on a besoin de refonder notre référentiel. Et le référentiel, moi je ne l'entends pas simplement comme une liste de compétences, mais c'est bien une cohérence entre le sens qu'on veut mettre en œuvre, la philosophie politique, la philosophie qui guide nos actions et nos pratiques. Cette cohérence entre les deux. Il faut pouvoir reposer un peu ces bases de voilà, qu'est-ce que c'est que notre référentiel, notre déontologie de travail au regard du contexte. Voilà, donc ceci étant, sur le développement territorial, c'est ce que je disais un petit peu, un concept ambigu en constante évolution, dire simplement que c'est un concept qui apparaît, alors notamment beaucoup après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'apparition de la notion de tiers-monde, de développement, etc. Et dans un premier temps, beaucoup conçu par du côté économique, c'est-à-dire c'est l'économie qui va apporter le bien-être des populations. Et cette approche l'attrait par la technique, c'est-à-dire c'est aussi la technique et le progrès technique qui va faire le bonheur des gens. Très rapidement, il évolue et on se rend compte que c'est plus par une approche globale qui tient compte de la culture des territoires, qui tient compte aussi des capacités des gens à intervenir sur l'environnement, de tout ce qui est enjeu démocratique, qui fait la spécificité et le fonctionnement serein d'un territoire. Donc du coup, là, je vous ai mis la définition qu'on retrouve dans le référentiel, une transformation sociale des territoires vers un mieux-être global, avec valorisation des ressources locales. Cette définition, pour moi, elle n'est pas encore suffisamment claire sur la question des finalités, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire transformation sociale. Et du coup, mon hypothèse de travail, c'est que ce qui est central là-dedans, dans la question du développement, c'est vraiment la question de la démocratie. Et que vraiment le sens du développement territorial, pour moi, je le formule comme ça dans mes premiers travaux, c'est vraiment de démocratiser l'action publique. C'est-à-dire qu'on soit dans des contextes où on puisse tenir compte à la fois des savoirs techniques d'un certain nombre de personnes, des ressources d'usage, de connaissance du territoire d'autres, etc. Et c'est tout cet enjeu démocratique qui, pour moi, est central par rapport au développement. Je ne vais pas développer plus. Par rapport au rôle des professionnels, on l'a dit dans la table ronde, un champ qui est très sensible aux évolutions politiques, institutionnelles et aux contextes locaux. On ne fait pas forcément, on est vraiment dans des situations de travail très très différentes. Et il y a cette tension entre animateurs de projet et le contexte d'exercice, une tradition administrative publique très cloisonnée, centralisée, technocratique, et je vous ai repris un peu tous les mots, et surtout un système d'action publique très éclaté. Donc, ce qui fait que, effectivement, pour mettre en place un véritable projet de territoire, on doit faire avec toutes ces contraintes qui sont relativement fortes. Et j'appuie un peu sur cette notion de technocratique, ce que j'ai mis dedans,
ça a été bien analysé notamment par Epstein, c'est cette tradition en France d'une élite qui pense, pour le dire très schématiquement, presque trivialement, qui pense pour nous. Et donc cette idée que voilà, qu'il y ait une administration qui nous pompe des solutions, en fait. Et ça, c'est très prégnant, moi je le dis de manière très triviale, c'est très prégnant dans la manière de mettre en œuvre les politiques publiques. Et du coup, ça se confronte fortement au développement territorial et à l'enjeu que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'enjeu territorial, c'est de mettre en lien plusieurs expertises. C'est pas la domination d'une expertise sur les autres. Autre élément de complexité et de difficulté, c'est le brouillage référentiel. C'est-à-dire qu'on est dans une période en fait où à la fois tout ce qui est méthode de projet, ça paraît évident, ça se diffuse dans toutes les sphères. Tout le monde maintenant maîtrise un peu la méthode de projet, parle de travail partenarial, d'évaluation, de diagnostic partagé, etc., etc. Donc on a une sensation de participation des habitants, la sensation que nos méthodologies se diffusent, progressent, etc. Mais il n'empêche que dans le quotidien, vous l'avez tous dit, on se confronte au cloisonnement, aux difficultés de travailler ensemble, etc. Donc il y a cette espèce de brouillage, de paradoxe, où on a l'impression que tout le monde fait du projet, mais en fait, au quotidien, c'est toujours aussi difficile d'en faire. Et donc, sur notre rôle, voilà, dans ce contexte-là, est-ce que nous, on essaie toujours d'être sur de l'innovation, sur ce que appelé Jacquet les conspirateurs de réforme, c'est-à-dire aussi développer des stratégies pour, malgré des contextes très difficiles, essayer de faire avancer cette conception du développement. Je fais un petit détour sur la formation, ça a été dit tout à l'heure. Une des difficultés aussi, et ça explique aussi qu'à un moment donné, c'est pas forcément évident de faire travailler un coordinateur PRE avec un chargé de mission PRU, enfin, de rénovation urbaine ou autre. C'est qu'en fait, le développement n'est pas constitué comme une discipline. C'est la même chose que le travail social. Et qu'on a plusieurs écoles et que souvent le système de formation français fait que on est formé avec une entrée privilégiée, c'est-à-dire que vous avez soit l'entrée géographie, soit l'entrée plutôt liée au droit, d'autres liées à la sociologie. Alors je sais que ça évolue, il y a beaucoup d'universités qui essaient de faire du pluridisciplinaire et de croiser les différentes dimensions avec un peu d'économie, un peu de droit, mais malgré tout, c'est quand même très structurant. L'approche disciplinaire est très, très structurante. Et donc une dernière chose, c'est vraiment des grands traits. Hein. Vous pourrez certainement me dire les uns et les autres que c'est pas vrai, etc. Mais c'est vraiment un peu schématique. Une demande centrée sur l'expertise technique, c'est-à-dire que j'ai discuté avec un responsable de master aménagement du territoire notamment, qui me disait qu'il a beaucoup de mal à faire évoluer à la fois ses enseignants, à la fois les étudiants, mais aussi à la fois les politiques avec lesquels ils travaillent, sur cette question de quelles sont les compétences qu'on demande. Il y a de suite le côté très rassurant de il faut maîtriser une technique. Donc pour ce domaine-là, par exemple, il faut savoir mettre en place un plan local d'urbanisme, c'est très important, la procédure, la technique, etc. Les élus demandent ça, les profs enseignent ça, les étudiants le demandent, etc. Et dès lors qu'on essaie d'introduire un peu de complexité dans ce jeu-là, de poser les enjeux démocratiques, l'urbanisme, tout, au mode de vie, etc., il me dit que c'est très, très compliqué à faire avancer dans la formation. Oui, voilà, je savais que j'allais être un peu court. Juste alors du coup, deux axes de réflexion par rapport à nos compétences, nos formations, nos pratiques. C'est la question de la réflexivité. Alors, c'est un concept qui est pas mal à la mode, on parle aussi de professionnalité. Et alors pour la première fois, je l'ai vu apparaître dans un référentiel qui a été fait par l'université, enfin je vous le ferai passer dans le programme Engender, sur en fait la réflexivité, ça a été beaucoup dit ce matin, c'est comment, alors je prends les termes de ce référentiel, comment on prend conscience de ses pratiques, de son rôle, de sa place dans une organisation, comment on repère les évolutions et transformations de cette organisation et de son environnement. C'est-à-dire comment on nous forme pour être en capacité de faire ça, c'est-à-dire comment on se situe
Est-ce qu'on se situe dans un contexte où, étant donné qu'il y a peu de portage politique, il faut qu'on trouve d'autres ressorts? Quelles fonctions spécifiques on va jouer? Est-ce qu'on va plutôt avoir des relais à l'extérieur? Est-ce qu'on va être plutôt dans une diffusion d'innovation? Est-ce qu'on va du coup plutôt s'appuyer sur des associations qui ont le lien avec les populations? Voilà, comment on arrive à penser notre place, notre rôle, nos pratiques par rapport à un contexte. Et voilà, donc ça, et comment on est formé à ça. Et le deuxième axe, c'est sur la question de si on se projette vers cette philosophie politique d'être dans une démocratisation de l'action publique, sur quoi on peut s'appuyer en termes de théorie, de méthode et de pratique. Et donc ça, c'est certainement discuté dans l'atelier d'à côté. Il y a tout un tas de mouvements théoriques qui ont aussi expérimenté des interventions pratiques, où il s'agissait à la fois d'être dans des démarches cognitives et psychosociologiques, j'en dis deux mots. Démarches cognitives, on le voit, on l'a pas mal questionné ce matin, c'est-à-dire qu'on a tous des pluralités de savoirs, des savoirs différents, et comment on arrive à faire en sorte que ces savoirs, plutôt que d'être dans des situations de blocage et de domination, ils s'enrichissent les uns les autres, et sachant que là, en termes de conceptualisation d'avance, il y avait aussi les savoirs d'usage, l'expérience, etc. Donc il y a vraiment, et comment on apprend collectivement, comment on rend, maintenant les termes d'intelligence collective, de territoire apprenant commencent à émerger, mais comment nous on se situe là-dedans. Ça c'est un premier point. Et le deuxième point qui est complètement lié, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus naïvement croire qu'en mettant autour de la table et en animant de la meilleure des façons, on va pouvoir faire travailler facilement un professionnel avec un habitant ou un professionnel qui a un statut très valorisé comme l'urbaniste, avec un autre professionnel qui a un statut plus différent, moins valorisé socialement, c'est-à-dire qu'il se joue des rapports de force, il y a des représentations sociales, etc. Et il se joue aussi des choses en termes de relations entre individus. Que si on n'a pas quelques clés de lecture psychosociale, ça devient très très compliqué, rapidement on se noie. Et donc, il y a pas mal de mouvements, la thérapie sociale, la socioanalyse, qui au-delà de théories bien faites, ont expérimenté des pratiques d'intervention qui répondaient aux deux principes que je posais précédemment. Pour conclure, du coup, moi, tout ça me fait dire que, et juste oui, deux choses, toutes les réflexions là que je mène, je suis assez encouragé à les développer parce que ça fait quand même pas mal écho chez les professionnels, chez les universitaires. Et du coup, cette idée de refonder les référentiels qui ne sont pas simplement des bonnes pratiques en disant dans telle situation, je peux faire ça et ça, mais le référentiel pour moi, c'est vraiment une philosophie d'action et des pratiques qui vont avec et qui sont en cohérence. Donc vraiment refonder sur le référentiel, pardon. Avoir des espaces de professionnalité, ça a été dit. L'IRDU joue ce rôle, il y a plein d'autres espaces, les centres de ressources, etc., où il faut qu'on soit entre nous et en lien avec des chercheurs, autres, etc., à cultiver notre référentiel, ce que je disais tout à l'heure, notre rôle spécifique, notre culture professionnelle, etc. Et du coup, moi, sur la question des équipes intégrées, qui est un peu la question de la journée, je pense qu'il y a deux dimensions. Il y a à la fois une culture du développement à avoir, commune, et à la fois forcément une pluridisciplinarité, parce qu'on ne peut pas être, c'est dit tout à l'heure par Alid, on ne peut pas être spécialiste des questions économiques, éducatives, etc. Mais il faut les deux, je pense. Il faut que dans une équipe, il y ait cette culture commune du développement et la question de la pluridisciplinarité. Voilà, c'était un peu le sens, c'est les questionnements que j'ai, le regard que j'ai sur ces questions d'équipe intégrée. Merci. J'ai déjà une question. On va faire un peu de débat avec la salle et puis après on demandera à notre témoin de réagir s'il le souhaite, sachant qu'il nous reste 10 minutes, je crois. Oui. Je suis porteur du micro, mais comme j'ai une question. On a eu une demi-heure de moins, je précise, pour faire cet atelier. Donc oui, bien sûr. Et ça, c'est toujours, toujours prévu. Et ce qu'a fait en plus Philippe en un quart d'heure, c'est quelque chose que vous lui mettre d'ailleurs une heure et demie à faire. Et bon, je sais que moi, sans vouloir rebondir dessus, mais de refonder le référentiel, José Terre, je suis un intervenant dans différents lieux et ancien chef de projet. Je me réfère justement au référentiel qui a eu la gentillesse de me redonner, que tout le monde devrait avoir, même si c'est complètement admis, parce que ça a 7 ans. Souvent une question que je pose en circuit réduit, mais que je repose aujourd'hui, pour voir si c'est toujours valable. Par exemple, il est dans les
domaines de compétences du cœur de métier, il y en a 21 qui sont citées, sur les 7 premiers, les 7 essentiels il y a 7 ans. Donc à vérifier s'ils sont toujours essentiels. Plus de 50% des 60 personnes interrogées disent ne pas avoir eu cela en formation initiale, ni en formation continue, ni en réseau comme on l'est aujourd'hui, mais en expérience. En expérience, oui, on y est toujours, c'est mauvais. Et donc, donc je voulais savoir si au jour d'aujourd'hui, malgré cette pléthore de masters, ces bac plus 5, 10, etc., est-ce qu'on n'en est pas toujours? Alors je vous donne les 5 compétences et j'arrête là, parce que la première compétence, c'est animation de réunions de réseau et de réunions et de réseau. Le deuxième, c'est conseil et aide à la décision. C'est 2 valeurs qui viennent d'être, 2 choses qui viennent d'être dites, etc. Savoir-faire et éthique, ça peut y compris rejoindre la question auquel on n'a pas répondu, là aussi. Négociation, médiation, communication, stratégie. Ça, c'est sur les 60 cobayes qui avaient répondu aux questions, c'était les compétences essentielles. Alors, est-ce qu'elles sont toujours valables et est-ce qu'elles sont toujours pas prises en formation? José? Là, il y a une réponse de génération qui s'impose. J'espère bien. Alors, je suis chef de projet donc depuis 1 an. On va dire, mais j'ai un master professionnel en développement social urbain et c'est exactement ce qui nous a été dit lors de notre formation, à savoir que les métiers de la politique de la ville étaient en train de changer, que lorsqu'on allait aller chercher du travail, on allait nous renvoyer, et ben on allait avoir entre guillemets les vieux de la vieille qui allaient nous dire mais vous n'avez pas d'expérience professionnelle, vous n'avez pas justement cette expérience de terrain, et c'est justement ce à quoi on a été confrontés. Donc pour ma part, moi alors du coup j'ai eu très très peur en sortant, effectivement avec un bac plus 5, on me dit va postuler pour un poste de chef de projet politique de la ville. Je me suis dit jamais je vais me faire marcher dessus, c'est pas la peine. Donc du coup avec un bac plus 5, j'ai postulé à des postes de bac plus 2 en tant qu'agent de développement local, et on me disait mais pourquoi? Je disais attendez, j'ai besoin d'expérience puisque effectivement j'ai un diplôme qui prévoit justement que je puisse être chef de projet, mais apparemment j'ai pas l'expérience. Et donc du coup, on a beaucoup aussi été confrontés à des chefs de projet politique de la ville qui justement avaient cette expérience de terrain, mais nous, je parle, bon c'est peut-être un peu prétentieux, peut-être au nom de la promo que je représente, mais nous du coup on s'est dit mais on retrouvait pas le métier qu'on nous avait présenté, à savoir ingénierie de projet, ce lien justement avec les dispositifs, avec la distance qu'on devait avoir un peu avec le public pour prendre du recul justement pour pouvoir rendre compte un peu avec les professionnels, enfin avec les professionnels, avec les élus. Et donc du coup, moi c'est quelque chose sur lequel je suis pas d'accord, dans le sens où... Il n'y a pas être d'accord, c'est ce que disaient les personnes à ce moment-là. Non, ce que je veux dire... C'est peut-être une différence, mais c'est... Non, dans le sens où je suis pas d'accord, c'est qu'il faut un peu des deux. Vous parliez tout à l'heure de la source de légitimité. Je pense qu'on est autant légitime quand on sort de la fac et qu'on peut avoir que l'aspect ingénierie et le suivi des dispositifs, bien que ça se développe peut-être de plus en plus. Moi, j'ai un master développement social urbain où on avait 2 types de formations. Une formation théorique, donc avec tout ce qui était sociologie, l'apprentissage, et une formation professionnelle où justement on avait des anciens chefs de projet qui, eux, nous disaient « Ben voilà, nous, on n'a pas eu cette formation, voilà ce qui nous manque ». Voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a autant besoin de l'expérience et de l'expertise des anciens chefs de projet qui ont été formés via l'éducation populaire et le travail social, qu'aujourd'hui aussi des nouveaux chefs de projet qui, du coup, n'ont peut-être pas cette expérience-là, mais du coup, qui vont avoir... je découvre le concept de réflexivité, c'est ça, et qui, du coup, vont pouvoir mettre en balance un peu les deux. Je ne sais pas si j'ai été claire. Si, mais pour moi, c'est une autre question. Pour votre intervention, je rappelle qu'à 5 minutes, il faudra peut-être juste le temps qu'on témoigne éventuellement, pour reformuler dans quelques mots. C'est ça. Alors, juste pour rebondir là sur les 2 dernières interventions, je pense qu'au niveau de l'interréseau PSU, on vient d'avoir effectivement la confrontation de ce
ce qu'on a entendu, et pas la confrontation, mais simplement le fait qu'il y a des valeurs communes qui va convenir. José, s'il te plaît. Il y a des valeurs. Non, parce que voilà. D'accord. Il y a des choses effectivement qu'on peut travailler en commun. Moi, je suis ravie de la prise de position d'Aminata parce qu'effectivement, ça réinterpelle un certain nombre de professionnels que nous sommes. L'étude qui a été faite par Force et par l'Accès nous réinterpelle aussi. La plateforme métier va se remettre en mouvement sur des nouvelles perspectives aussi. Je crois qu'on a ici là un chantier qui va convenir de développer et de faire compter. Et je suis vraiment désolée que des anciens chefs de projet aient pu te répondre un jour qu'effectivement les nouveaux professionnels n'avaient pas leur place. Parce que moi je pense qu'au contact de ces nouvelles générations, on peut apprendre beaucoup effectivement et on peut échanger. Et j'espère que la Terre Réseau pourra jouer un rôle là-dessus. Et je pense qu'on partira sur cette nouvelle perspective dans notre projet associatif 2013-2015.